installez-vous. Vous avez tous les tabourets nécessaires? C'est bon? Oui. Et un micro chacun. Bienvenue à tous les quatre. Merci d'avoir accepté cette invitation. Séverine Salgado, je vais commencer avec vous. Une première question. Est-ce que selon vous, notre système de protection sociale est menacé? Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation, Lamine. Alors, à cette question, est-ce que le système de protection sociale est menacé? Je crains de devoir répondre que oui, il l'est, malheureusement. Alors à moyen terme, pas tout de suite, on a un système de protection sociale, un modèle social en France qui est très robuste, qui produit des effets de redistribution très importants, qui joue un rôle d'amortisseur social considérable. Mais malheureusement, moi je considère qu'il n'est pas préparé aux grandes mutations, aux grandes transitions qu'il va devoir affronter. Je vais vous la faire très courte parce que sinon on pourrait y passer des heures, mais par exemple, la transition démographique. Avec le vieillissement de la population, on le sait, des besoins de santé qui vont augmenter, en retraite, un rapport entre actifs et retraités qui va se dégrader, qui est défavorable. Et puis chez les jeunes aussi, on a une augmentation des pathologies chroniques chez les jeunes, un état de santé qui, je vous donne juste un indicateur, un enfant sur 5 en CM2 est en surpoids. Donc en fait, il y a un risque d'explosion des maladies cardiovasculaires chez nos futurs adultes qui est important. Bon voilà, on a 3/4 des ressources aujourd'hui qui sont assises sur la masse salariale, sur l'activité, et pour autant, on a une transition numérique aussi qui arrive avec des impacts très forts sur les sources de financement. Donc là, on a à la fois une augmentation des besoins, donc des dépenses qui arrivent, mais une baisse des sources de financement. Des règlements climatiques aussi. Une augmentation des pathologies qui sont liées à l'environnement, avec des aggravations des affections longue durée qui sont dues à l'environnement. Puis tout ça sans compter aussi, je voulais le dire ici, une crise démocratique, une crise de la citoyenneté sociale, avec une connaissance et une compréhension assez limitée au sein de la population sur ce que sont les mécanismes de solidarité, ce que représente notre modèle social, avec une forme, voilà, tout ça combiné aussi à une forme d'individualisme au sein de la population qui fait qu'on a une acceptabilité de l'impôt, une acceptabilité à la cotisation sociale qui s'amenuise. Voilà, donc ça ne veut pas dire que tout est perdu, loin de là, je ne voudrais vraiment pas n'être que pessimiste ici, il y a des solutions. Par exemple, chez nos plus jeunes, je disais tout à l'heure qu'il y avait peut-être une forme d'individualisme qui s'accentue, et pour autant les questions de sens, les questions de solidarité, d'aide et d'entraide sont très importantes aussi chez les jeunes, et je pense qu'il faut vraiment qu'on s'appuie sur ce qui fait la force de notre système pour pouvoir rebondir. Donc rien n'est perdu, mais quand même attention. Alors il y a des réformes, la grosse nouveauté des réformes du financement des établissements de santé, c'est la dotation populationnelle. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Patrick Serrière? Bah écoutez, sur le papier, ça semble parfait, parce que dans dotation populationnelle, il y a populationnel. Donc on se dit finalement, on va avoir une dotation censée couvrir les besoins des populations. Oui. Or, il s'avère que c'est presque tout le contraire, puisqu'en fait, on se rend compte que c'est un mécanisme qui n'est, comment dire, peu visible, on n'a aucune visibilité, on ne sait pas comment c'est calibré. Alors en fait, il faut savoir qu'il y a le niveau national qui donne une dotation à chaque région en fonction de certains critères. Alors peut-être Lamine saura mieux que moi. Vous ne les connaissez pas en fait. En quoi ces critères, non. Et puis je laisserai le niveau national s'en charger. J'ai suffisamment à faire avec le niveau régional, si vous permettez. Et ensuite, donc effectivement, chaque région, chaque ARS, donc a une enveloppe donc de dotation populationnelle qu'il est censé répartir en fonction, on va dire, pour chaque établissement de santé, suivant des critères qui sont définis au niveau régional après concertation avec ce qu'on appelle un comité d'allocation de ressources qui est censé donner un avis. Alors on peut penser qu'effectivement, si on donne des outils, des données suffisantes à ce comité,
on aura des clés de répartition, on va dire homogènes, intelligentes, pertinentes, etc. Et il s'avère que, par exemple, sur le premier comité d'allocation de ressources qui s'est réuni en Île-de-France, région que je connais bien, en fait, ce sont les urgences, la réforme des urgences. Et donc, on attendait, on s'imaginait qu'effectivement, le moyen, on va dire, l'outil le plus pertinent de répartition des ressources, c'est le référentiel de moyens de financement qui était censé être donné par le niveau national, qui définissait en fait le besoin de financement de chaque établissement, public ou privé, en fonction de son activité, des prises en charge, etc., etc. Or, alors que la réforme est en vigueur depuis le début de l'année, on n'aura pas ce référentiel avant l'année prochaine, donc soit près de 2 ans, on va dire, après la mise en œuvre. Donc après, on se demande comment va fonctionner le comité d'allocation de ressources, sur quels indicateurs. Alors, il va y avoir des indicateurs, on pense, il peut y avoir des indicateurs légitimes comme le nombre de patients en nuit profonde, etc. Et on se rend compte là, puisque là c'est du vécu, que en fait, il y a des données incomplètes qui n'existent pas, et certains hôpitaux n'ont même pas la possibilité en fait de donner ces indicateurs. Donc vraiment là on est dans le flou complet. Alors, je voudrais écouter Tim Brynen à ce sujet, qui est donc directeur adjoint de l'Agence nationale d'appui à la performance. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ça vous inspire quoi? Merci. Tout d'abord, je veux dire que je comprends le côté un peu déroutant que peut avoir cette réforme et l'incertitude que ça nous fait vivre à tous, acteurs du système, parce qu'on s'est engagé à la fois dans un processus qu'on a voulu rapide, parce qu'il y avait urgence, et notamment sur la psychiatrie. Voilà, je vais surtout vous parler de psychiatrie aujourd'hui. Il y avait urgence, donc besoin de faire quelque chose assez rapidement, et le souhait de concevoir ce nouveau modèle de financement en co-construction, en impliquant toutes les parties prenantes, ce qui est le cas. L'argent du beurre, c'est cette incertitude que nous traversons, puisqu'on a lancé les travaux au début de l'année avec un système qui commence à s'appliquer, alors qu'on n'a pas fini de faire le fine-tuning de tous les paramètres. Je reviens sur ce que vous disiez. La dotation populationnelle, c'est une super idée. C'est-à-dire, on essaye de répondre à la question quels sont les déterminants sociaux, économiques, géographiques qui font qu'on va mettre un peu plus d'argent à tel ou tel endroit du territoire. Et ça se fait effectivement dans un premier temps au niveau national, c'est-à-dire il y a des régions qui se sont dépeuplées depuis les années 80, d'autres qui ont gagné grâce à l'héliocentrisme des populations. On voit des régions où vous avez une très forte proportion de familles monoparentales, par exemple. D'autres qui sont peut-être un peu plus conservatrices, on a encore des structures familiales, sociales existantes. Il y a évidemment la facilité d'accès à l'offre de soins la plus proche. Et donc, nous, ce qu'on fait à l'ANAP, on a une mission technique d'outillage des agences régionales de santé. Et cet outillage se traduit par un logiciel de cartographie dans lequel on va superposer ces déterminants sociaux, économiques, géographiques, démographiques, voilà, avec la consommation de l'offre de soins. Et essayer, avec les ARS, de mettre en évidence des zones géographiques où le système ne fonctionne pas suffisamment bien et où on a des manquements. J'ai un exemple en tête, parce qu'en ce moment, les commissions d'allocation de ressources commencent à se réunir sur la psychiatrie, et donc on a plusieurs discussions avec des agences. On s'est rendu compte dans une région que vous aviez une jolie bande qui partait du sud-est, qui remontait jusqu'au nord-ouest de la région. Vous aviez des temps d'accès à l'offre la plus proche qui étaient de l'ordre d'un peu plus de 30 minutes, que dans ces mêmes zones géographiques, vous aviez une proportion de soins sans consentement qui était beaucoup plus élevée que le reste de la région. Typiquement, ça c'est 2 indicateurs qui nous disent, tiens, là, il y a peut-être un souci de dessert de cette population. Et donc peut-être que dans le modèle d'allocation de ressources de cette région-là, le comité d'allocation des ressources voudra mettre un peu plus de sous à cet endroit-là. Voilà la logique de cette réforme.
Et effectivement, oui, tout n'est pas encore calé, mais je rappelle aussi qu'il y a une phase de transition jusqu'en 2026 pour la psychiatrie. Ouais. Ça répond à votre question, ça, Patrick Serrière? Non, mais je veux bien être optimiste, mais je vais vous donner un autre exemple. La deuxième réforme qui va concerner l'Île-de-France, avec la mise en place du comité de l'allocation de ressources, sont les soins médicaux de réadaptation, SMR, ex-SSR. Et en fait, on se rend compte que, alors que la dotation populationnelle va représenter 40% environ, près de la moitié, donc le reste étant financé toujours par l'activité. Les premières simulations qu'on a eues du niveau national, on hallucine. Quand je dis on, c'est y compris l'ARS Île-de-France, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, on a 80% des établissements privés qui sont en perte, on a la moitié des établissements qui perdent 50%, et même le tiers qui perd 10%, pardonnez-moi, je me trompe dans les chiffres, et le tiers qui perd 15% de financement, ce qui est énorme, énorme. Et en plus, lorsqu'on analyse, on se rend compte qu'effectivement, alors que la réforme était censée bénéficier, j'allais dire, aux établissements les plus spécialisés, ceux qui prenaient les prises en charge les plus lourdes, dans le cadre de filières tout à fait bien arrêtées, ben, ce sont ces établissements qui en fait perdent le plus. Donc là, on marche un peu sur la tête et on ne sait pas comment l'avenir va être fait. Je comprends. Tim, vous vouliez répondre? Alors, sur les simulations, il faut les prendre avec énormément de précautions, surtout les simulations dotation populationnelle. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'elles sont diffusées. C'est que la dotation populationnelle a été répartie dans ces simulations en fonction des bases historiques. Or, tout l'objectif de la réforme, c'est de les répartir de manière très différente des bases historiques. Ces simulations ne prennent pas en compte les critères que l'ARS va définir avec son comité d'allocation de ressources. Et je sais que dans ces simulations, les établissements qui sont spécialisés en cardiologie, par exemple, sont très perdants. Forcément, on n'a pas pondéré dans ce modèle le fait que, par exemple, on va mettre un peu plus d'argent sur les zones où vous avez une forte prévalence du diabète ou de l'obésité. Oui. Donc, je comprends l'inquiétude, évidemment. J'ai dirigé des hostos pendant 15 ans, donc voilà, je comprends très bien. En même temps, voilà, ne préjugeons pas des résultats de ce modèle-là, puisque aujourd'hui, on n'en maîtrise pas encore tous les tenants et les aboutissants. Pardon? Alors, je ne dis pas que c'est pas grave. Je ne dis pas que c'est pas grave. Je dis que c'est la méthodologie dans laquelle on s'est collectivement engagé. Je vais répondre, Frédéric. Je suis sur les starting blocks et voilà, mais je vais être très élégant parce qu'il ne faut pas se mettre à dos nos invités. Mais Tim, je ne peux absolument pas vous laisser, si vous l'avez dit, mais essayer de nous persuader que sur la réforme de psychiatrie, il y a une co-construction des échanges. On a signé en novembre 2021 un protocole qui a engagé mois par mois, step by step, des étapes pour aboutir à une réforme qui soit équilibrée. Rien ne s'est fait. Rien. Mais zéro. Rien. Voilà, ça c'est clair. La dotation populationnelle, quand c'est à la main des ARS, et donc d'une personne ou d'un groupe de personnes, c'est extrêmement dangereux. Je me suis battu pendant des années pour avoir un tarif identique, unique dans la profession. On l'a obtenu. On a été perdant parce qu'on avait cru, à l'époque, du temps de Xavier Bertrand, Roselyne Bachelot, qu'il y aurait une convergence intersectorielle, c'est-à-dire de retrouver le grand frère, le public. On ne l'a pas fait, on a été trompé. Mais au moins, on a un tarif identique dans le privé sur les différentes thématiques. Donc cette dotation populationnelle, c'est un danger mortifère, surtout lorsqu'il y a des variations d'activité d'une année sur l'autre. On le voit sur les urgences aujourd'hui, on est bloqué, on est dans un carcan. Et puis, vous nous dites, il faut prendre les simulations avec précaution.
Alors moi, demain, quand je vais embaucher un collaborateur, un directeur, je lui dirai, écoute, tu vas avoir un salaire de 3 000 et une dotation populationnelle, mais je ne sais pas combien encore. Et tu verras. Et il me dira, monsieur, je vais voir quoi? Mais je ne sais pas. Et puis ça va fluctuer, sur quels critères, je ne sais pas non plus. Non, c'est pas sérieux. C'est pas vous qui êtes à la tête de la réforme, donc c'est vous qui prenez, mais ça me chauffe pour le ministre tout à l'heure. Mais... En tout cas, je vous remercie d'être là, parce que c'est courageux. Oui, c'est très courageux. C'est très courageux. Mais voilà, on ne peut pas être d'accord avec vos propos, donc je vous le dis bien sûr avec tout le sourire et l'affection que j'ai pour votre courage de venir dire ça ici. Mais voilà, c'était un petit peu une mise au point. Avant que la salle entière, et le président Sanguignol et le président Lédé se lèvent et expliquent que ça ne va pas. Quoi. Voilà. Bon, alors ça a été J'ai anticipé les montées de testostérone. Merci. Bon, on a parlé de chiffres, de données populationnelles. J'aimerais vous entendre, Patrick Pessot, sur la notion de qualité. Peut-être qu'il faut prendre aussi en compte cette notion de qualité, non ? Alors, moi, je suis un praticien, moi, je suis chirurgien. Donc, le constat initial de l'augmentation sans cesse de notre besoin de soins est là. Et la première chose que je voulais dire, c'est que nous avons un système qui valorise pleinement l'acte de soin, et insuffisamment la prévention. Donc la première chose, c'est remettre au cœur des valorisations la valorisation de la prévention. On a parlé de l'obésité infantile, le cancer, voilà. Donc c'était la première chose qu'il faut modifier dans notre système, un système de santé plutôt que de soins. Après, comment prendre en considération des indicateurs autres que ce que l'on nous demande chaque mois. Moi, je suis dans un hôpital public, mais j'ai mes tableaux Excel comme chef de service, IPDMS, nombre de consultations, taux d'occupation de salle sur mes TVO, enfin, tout ça on connaît très très bien, mais on ne me demande jamais mes délais de prise en charge, mes délais entre les différents acteurs. Je peux être le meilleur chirurgien du monde. Si je ne fais pas rapidement une présentation en RCP de cancérologie et que je ne l'adresse pas rapidement à un oncologue, eh bien c'est perte de chance pour le malade qui va avoir une chimiothérapie dans des délais dépassés. Donc ces indicateurs de délai, des innovations organisationnelles, toujours pour prendre en charge les patients le plus rapidement possible. Alors l'IGR, on l'a cité tout à l'heure, pour l'exemple du cancer du sein, les diagnostics en un jour. Vous revoyez l'oncologue 3 fois dans la journée, parce qu'il y a les examens, mais en fait, la cotation, c'est souvent un seul acte de consultation. Et puis je vais pousser le bouchon un peu loin, et même le chirurgien qui décide de ne pas opérer un patient et de l'adresser à un radiologue interventionnel pour un autre acte n'est pas valorisé non plus. Donc, le système actuel est essentiellement basé, alors pas uniquement, mais je veux dire essentiellement basé sur des indicateurs de quantité. Et moi, comme praticien, et les patients, ce qu'ils attendent, c'est avant tout des indicateurs plus que même de qualité, que je dirais de pertinence. Pertinence, justement, et il peut y avoir un chirurgien qui est de qualité, qui a des très bons résultats chirurgicaux, mais la pertinence, c'est tout ce que je vous disais, les délais, les indications, la coordination. On parle de notre système qui est en silo, mais on me demande des indicateurs de quantité qui ne gèrent que mon service, que mon hôpital. Voilà, donc il va falloir que l'on aille sur deux choses. D'une part, l'évaluation. Alors je suis médecin, ce n'est pas dans l'ADN des médecins de s'évaluer, ce n'est pas dans l'ADN de nos formations de s'évaluer. On pense tous, moi le premier, faire le mieux pour mes patients, mais on n'a pas cette philosophie de l'industrie, du cercle vertueux de l'assurance qualité. Je m'évalue, je me compare, je mets en place des mesures de correction et je me réévalue. Donc ça veut dire aussi qu'il va falloir avoir de la pédagogie, parce que dès qu'on parle évaluation, on parle ou on pense à punition. Or, l'idée, c'est pas ça, c'est vraiment d'instaurer un cercle vertueux pour pouvoir que tout le monde s'améliore. C'est de la transparence, c'est ne pas avoir peur de faire voir ses résultats. Voilà. Et la troisième chose, c'est prendre en considération
J'ai entendu déjà depuis plusieurs fois la démocratie sanitaire, la décision participative, le choix des patients. Qu'est-ce qu'attend un patient, avant tout, d'un acte chirurgical? Alors moi je parle beaucoup d'acte chirurgical, mais une prothèse de hanche, qu'est-ce qu'il attend? Que son médecin lui dise, voilà, vous avez 30% d'abduction, 30% de... Voilà, vous avez quelque chose de formidable. Mais lui, il était joueur de foot, il veut rejouer au foot. Lui, il s'en fiche d'avoir 30%. Donc comment on intègre dans nos évaluations des critères de ce que j'appelle de qualité de vie? Alors il y a les termes anglo-saxons de Patient Reported Outcomes, les PROMS, comment les patients évaluent leur parcours de soins, leurs résultats finaux. On a une table ronde demain matin à ce sujet. Et donc, l'avenir, pour moi, c'est l'évaluation et aussi le choix des indicateurs pour pouvoir mettre en face, du coup, une rémunération, une valorisation. Et c'est donc ce choix des indicateurs qui prennent en compte la pertinence, la qualité, les résultats patients, pour aller jusqu'au début de l'après-midi, des nouveaux indicateurs environnementaux, sûrement, et avoir, du coup, des indicateurs multiples, et à partir de là, avoir une valorisation plutôt sur le parcours que sur l'acte. Vous vouliez ajouter quelque chose à ce sujet, Séverine? Je vous voyais prendre des notes, je me demandais. Non? Alors, Tim, j'ai senti que vous vouliez réagir. Non, je notais l'idée, effectivement, indicateur. Alors, il y a un compartiment qualité dans les nouveaux modèles de financement. Il est sans doute pas suffisant aujourd'hui, ça représente 1% du modèle. Mais j'étais en train de noter, voilà, ce serait quoi les indicateurs qualité ou de pertinence qu'on pourrait inclure dans cette approche populationnelle? Alors, déjà, c'est des indicateurs qui doivent être pathologie par pathologie. C'est-à-dire que traiter une pathologie comme le cancer qui nécessite 50 suivis, c'est pas sur des indicateurs court-termistes. Donc c'est des indicateurs alors, qui doivent prendre en compte des données cliniques, c'est de la chirurgie, durée d'hospitalisation, complications, réhospitalisation, enfin des données cliniques, des données du ressenti des patients, des attentes des patients, et dedans, des données qu'il n'y a pas, mais de délai, de prise en charge, voilà. Donc ça doit être des sociétés savantes. Alors il y a des consortiums, alors le plus connu c'est iCHOM, qui travaille justement sur ces sets multiples, à la fois cliniques et ressenti patient. Donc pour avoir des questionnaires standardisés, pathologie par pathologie, et à partir de là, pouvoir se comparer. Alors nous, on l'a mis un peu en place, nous, à Strasbourg, sur le cancer du côlon. Universitaire, j'ai travaillé sur la mise en place de sets, voilà, dans un cadre un peu académique, sur le cancer du foie et du pancréas. Le début, c'est déjà de savoir, c'est comme tout, quand vous pilotez quelque chose, il faut savoir de où on part, le patient. Moi, je fais toujours l'exemple avec la courbe de croissance de vos enfants. Vous avez une courbe et vous avez plus de DS ou moins de DS. Déjà, la qualité de vie des patients, vous ne savez pas, après une chirurgie du cancer du côlon, quelle est cette courbe, avec ou sans chimio, avec radiothérapie, sans radiothérapie. Enfin, donc déjà d'avoir un aperçu de la qualité de vie des patients, de savoir si on est au-dessus ou en dessous. Déjà, si on est en dessous, ça va nous poser nos questions, et puis qu'est-ce qui se passe? Et de se comparer avec les autres. Voilà, donc c'est à la fois des indicateurs cliniques et des indicateurs de qualité de vie qui doivent être spécifiques, pathologie par pathologie. Merci. Après, comment on donne une clé de répartition de financement, moi, c'est pas mon métier, ça. Hein. Donc voilà. Mais mon souhait, ça serait qu'il y ait une clé de répartition avec des données plus qualitatives que quantitatives. Oui. Une réaction, Patrick Serrière. Ensuite, je vais donner la parole à Séverine Salgado. Oui, Glantine, rapidement. Je voulais souligner, je suis tout à fait d'accord avec monsieur, je voulais souligner quand même un principe très vertueux de co-construction en plus, ce qu'on appelle le paiement par épisode de soins, qui concerne en fait une expérimentation pour 3 prises en charge chirurgicales, que sont la prothèse totale de hanche, de genou et la colectomie pour cancer. Et il s'agit effectivement de donner un paiement à un groupe d'acteurs sur un parcours de soins
Et donc, il faut saluer également qu'il y a la création d'enveloppes spécifiques de qualité, justement, qui permet en fait d'évaluer la récupération du patient à 3-6 mois, et également l'évaluation par le patient de son état, de son évolution fonctionnelle. Donc, ça ajoute, et là, je veux être optimiste et positif, on va dire. Merci. Alors, il faut... Oui, alors très rapidement. Non, alors juste pour dire juste, c'est-à-dire que ça a été aussi démontré, c'est que les patients, quand ils sont acteurs, parce que justement, ils remplissent ces questionnaires et ils ont le retour, les résultats sont meilleurs que les gens qui sont aveugles. Bien Donc sûr. déjà, se rendre compte de ces résultats, c'est important pour les patients qui ont des meilleures récupérations. On va redonner la parole du côté des mutuelles, des assurances complémentaires. Séverine Salgado, pour vous, quelle serait la solution idéale pour financer aujourd'hui le système de santé? Alors, si j'avais la réponse à cette question, j'en serais vraiment très très heureuse. Mais ce que je vous propose, c'est peut-être de repartir d'un constat que je pense on peut tous partager, essayer de voir comment on peut y apporter des solutions. Moi, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, la sécurité sociale n'est plus en capacité de répondre à sa promesse initiale. Vous connaissez tous cette phrase, hein, chacun cotise en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins. Et malheureusement, eh bien voilà, malgré le fait que la protection sociale aujourd'hui c'est 1/3 du PIB, c'est considérable le financement de la protection sociale, on n'y est pas. Alors on pourrait parler de la façon des déterminants des cotisations, mais parlons peut-être d'un poste de dépense en particulier, celui que vous connaissez bien, qui est la dépense hospitalière, où aujourd'hui, vous le savez tous très bien, le reste à charge à l'hôpital est celui qui est le plus inégalitaire. Pour le dire très simplement, il est fonction de la durée du séjour du patient. Et plus on reste longtemps à l'hôpital, plus le reste à charge est élevé, plus ce qu'on doit payer de sa poche est élevé. Si on ajoute à ça les dépassements d'honoraires et le fait qu'en particulier dans le secteur public, quand on entre à l'hôpital, on ne sait pas quel est le niveau du tarif journalier, puisqu'il est différent d'un hôpital à l'autre, c'est absolument illisible et c'est absolument injuste. Et donc voilà, nous, mutuelles, on hérite de cette inégalité où on a des personnes qui sont en ALD qui ont des restes à charge les plus élevés. Et alors je sais que ça ne plaît pas nécessairement aux cliniques privées, mais on milite, nous, par exemple, pour une forfaitisation de ce reste à charge. C'est-à-dire que le reste à charge, quel que soit le motif du séjour hospitalier, quelle que soit la durée du séjour, tout le monde paye la même chose. Alors certes, l'accident de ski, ça coûtera peut-être un petit peu plus cher, mais pour l'ALD qui occasionne des séjours longs et nombreux, eh bien, ça reviendra moins cher. Et je pense que finalement, c'est réintroduire de la solidarité à la base au niveau de la sécurité sociale. Et puis peut-être pour revenir rapidement, faire référence au titre de cette table ronde que moi je trouve très bien, hein, le contrat plutôt que la contrainte. Je pense qu'on est vraiment au bout d'un modèle de gouvernance de notre modèle social. C'est fini de gouverner par la loi, par le décret. On est surréglementé. C'est vrai pour vous, mais c'est vrai pour nous. Et je crois vraiment qu'il va falloir qu'on dise à nos administrations que l'intérêt général, il peut être poursuivi par d'autres personnes que les ARS, que les agences sanitaires, que la sécurité sociale. Ça peut être aussi poursuivi par des acteurs privés, mais pour ça, il faut se faire confiance, il faut jouer coopératif. Et tant pis si aujourd'hui, malheureusement, on a parfois du mal à se faire entendre, à gagner la confiance des pouvoirs publics. En tout cas, je pense que tout le monde gagnerait à prendre un peu plus au sérieux les propositions qu'on est en capacité de faire collectivement. Et peut-être très rapidement, moi je voudrais, parce que je suis ici à la FHP, je voudrais saluer une initiative de la FHP, justement, qui nous a associés. Merci Christine, qui s'est dit, voilà, travaillons ensemble, nous, les fédérations hospitalières, les fédérations d'organismes complémentaires, et essayons de voir quelles solutions on pourrait proposer ensemble, collectivement. On sera très fort au pouvoir public sur le financement des parcours de soins. Le reste à charge à l'hôpital et l'assurance autonomie, enfin la prise en charge de la perte d'autonomie. Alors on n'a pas abouti à un consensus sur ces trois secteurs, mais à la rigueur c'est pas grave en fait. On a commencé à travailler ensemble, on a vu que sur certains secteurs on pouvait y aller à 2, à 3, peut-être à 4. Et on va continuer, puis on va continuer à avancer. Et c'est un peu aussi la même philosophie qui nous a amené à travailler avec une intersyndicale que sont les libéraux de santé, donc 11 syndicats de professionnels de santé, où on s'est dit il n'est pas question que l'État, le ministère de la Santé, nous impose une solution de tiers payant qui ne nous convient pas. On est tous des militants du tiers payant, mais on ne veut pas d'une solution qui soit entièrement prestée par l'assurance maladie. Donc voilà, on a décidé tous ensemble de travailler, de proposer nous-mêmes les solutions qui nous iront bien.
Voilà. Merci. Et je pense que voilà, dans ce contexte de Conseil national de la refondation, c'est un sujet important voilà, de nous entendre. Lamine, une réaction ? Oui, merci Séverine pour ces mots et puis ces passerelles. Lorsque les hôpitaux publics pourront simplement facturer le séjour aux patients, peut-être que le patient sera critique sur le montant, effectivement, du reste à charge de la facture. Docteur, merci pour vos mots, parce qu'il faut savoir qu'un chirurgien, c'est Dieu, et Dieu ne se remet pas en cause, ni ne s'évalue pas. Donc, vous commencez l'évaluation, donc c'est bien, vous redevenez humain, et ça fait plaisir que... Il y a du boulot avec les collègues, d'accord. Oui, il y a du boulot. Patrick, merci pour ta présence et surtout pour l'animation de ta région Île-de-France qui est une très belle région. Tim, je te donne rendez-vous tout à l'heure pour boire un verre. Merci à tous les quatre, on peut les applaudir. Merci beaucoup.